Bien le bonjour, soyez les bienvenus dans l'Actu Chargé, le rendez-vous absolument incontournable pour comprendre ce qui se passe et surtout comment ça se passe, le tout aussi rapidement que possible et aussi lentement que nécessaire. Alors aujourd'hui, on a du lourd. Premièrement, on va voir qu'il y a une nouvelle ligne de défense dans l'affaire Léo Grasset, donc ce sera notre section influenceur. On va analyser cette nouvelle stratégie de défense qu'il utilise dans dans la petite affaire dans laquelle il est engagé. Et vous savez que moi, les stratégies de défense, ça m'intéresse d'un point de vue rhétorique, donc je vais vous dire ce que je pense de cette stratégie. Deuxièmement, il y a un petit peu du scandale là au Parlement européen, parce qu'il y aurait apparemment un député bien, un député bien, de gauche, ancien communiste et tout, ancien militant des droits de l'homme, qui serait peut-être corrompu, qui aurait peut-être reçu beaucoup d'argent pour faire la promotion du fait qu'au Qatar, il n'y a pas de problème de droits de l'homme, donc très intéressant cette affaire, des histoires de mallettes, de billets, comme on les aime, donc ce sera un petit peu d'actune, l'actualité côté thune. Finalement, on va se pencher sur une grosse question, car Marianne révèle un sondage tout à fait surprenant sur le rapport des jeunes Français au travail. Et vous allez voir que la France et le travail, c'est quand même une belle histoire d'amour. Allez, on se lance dans ces affaires. Alors, nous avons donc le youtubeur Léo Grasset qui est accusé de V, et en fait, c'est un trouble, si vous voulez. En fait, c'est surtout à cause d'un trouble apparemment, la sexsomnie. Et donc, nous allons voir ce qu'est ce trouble, très intéressant en tout cas. Donc Léo Grasset, qui était également un homme bien, un homme plutôt de gauche, plutôt féministe, tout ça, et puis qui se retrouve dans une histoire assez surprenante. Donc on va regarder ça. Visé par une enquête pour V, alors qu'il faisait déjà l'objet d'une enquête préliminaire pour des faits de harcèlement S, le vidéaste star s'est défendu en affirmant souvenir d'une forme particulière de somnambulisme. Très intéressant le somnambulisme. Après moi je ne fais que rapporter les faits, je rapporte les faits, donc les jugements ce sera pour ailleurs. Léo Grasset est dans la tourmente, la star de YouTube, sa chaîne de vulgarisation Dirty Biology compte 1,2 million d'abonnés. Il est accusé d'agression S par plusieurs jeunes femmes qui ont témoigné auprès de Mediapart dans un article publié le 23 juin dernier. Cela a débouché sur une procédure judiciaire. Le 29 novembre, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour V après le dépôt d'une plainte d'une étudiante de 22 ans. Il a quel âge ? On se fait plaisir, monsieur Grasset. Non, on ne juge pas. De son côté, le jeune homme dément fermement et clame son innocence. Avec le placement en garde à vue de Norman Tavo, l'un des youtubeurs français les plus populaires dans le cadre d'une enquête pour V et corruption de mineurs le lundi 5 décembre, on fait actuellement face à un véritable MeToo de YouTube. Et donc là, je ne juge pas, si vous voulez, je prends un petit peu de recul pour développer une pensée analytique. Je pense qu'il y a un rapport, si vous voulez, entre ce genre de comportement un petit peu limite borderline immature et le fait que ce sont des gens qui se sont construits dans une chambre derrière un ordinateur. Et donc quand on passe de je suis quelqu'un d'un peu timide qui fait des vidéos dans ma chambre à je suis une superstar en convention entourée de jeunes filles en fleurs, ça fait un petit peu singe dans usine de cacahuètes et ça peut faire des bêtises. Comme le rapporte Mediapart, le youtubeur s'est défendu en disant être victime de sexsomnie, une forme de somnambulisme sexuel. Le média d'investigation précise qu'à l'une des femmes qui l'accuse, Léo Grasset écrit le 30 juillet 2018 sur Messenger « Je bais en dormant des fois. Quand je suis dans cet état-là, je suis un peu un animal. Quand je suis éveillé, je fais vachement attention à l'autre, alors que quand je dors, je m'en balèque. » C'est un romantique en fait le mec, c'est quand même un gros romantique, parce qu'il envoie ça à qui ? Il envoie ça à une des femmes qui l'accuse. D'accord, donc c'est... D'accord, ok. C'est intéressant parce que ça ressemble un petit peu au style de Norman. Vous vous souvenez, dans la précédente Actu Chargée, on voyait un petit peu le genre de choses qu'il disait, et c'était pareil, il disait des choses du type « Ouais, tu vois, moi, le jour, j'ai l'air d'être timide, mais la nuit, en fait, je suis un gros malade, sous la couette, personne ne m'arrête, etc. » Donc côté un petit peu... C'est étonnant de jouer sur le décalage entre, d'un côté, je suis... Oui, mais en fait, les femmes aiment... il faut que je fasse gaffe à ce que je dis. Je vais dire les femmes aiment ça. Je veux dire, peut-être que à cause de cette culture dans laquelle nous vivons, des idées ont pu émerger dans l'esprit de certaines femmes, pas toutes évidemment, car il ne faut pas généraliser. Il y a un petit peu ce cliché assez séduisant de l'homme qui, est calme, téméraire, mais qui, quand il faut, est capable de se changer en bête sauvage. Donc il y a peut-être quelque chose qui est intéressant de ce côté-là. Alors, il n'est pas le premier à utiliser cet argument. En juin 2022, dans le Tarn, un homme... pourquoi c'est
c'est pas drôle le Tarn, le Tarn, on vous embrasse. Un homme accusé d'agression S sur une mineure, ouais, c'est glauque ça, je crois que je vais arrêter de lire ce truc. Ça, alors, a lui aussi plaidé cette pathologie pour sa défense, le tribunal n'a pas retenu cette opinion, il l'a condamné à de la prison ferme, mais ça n'a pas toujours été le cas, dans d'autres affaires, l'accusé a été relaxé. Alors ensuite ils partent en mode rubrique santé, etc. Comment ça marche? Un mari repoussé à l'aide d'un taser, d'accord. Donc en tout cas c'est la stratégie qu'il utilise. Alors j'imagine que pour que cette stratégie fonctionne, il va falloir faire des enquêtes, à savoir il va falloir donner des avis médicaux, etc. Peut-être se faire enregistrer dans son sommeil. Ça. Donc voilà, j'imagine que si on veut utiliser cet argument, il y a toute une procédure pour que l'argument soit recevable. Plus généralement, c'est assez intéressant comme ligne argumentative. Je pourrais par exemple dire que je souffre de somnoptimisation fiscalisme, c'est-à-dire que moi, pendant la journée, vous voyez, je considère que c'est excellent de payer des impôts. Je voudrais même en payer beaucoup plus, vous voyez, parce que les impôts, c'est important, voilà. Il faut que chacun prenne sa part, vous voyez, c'est très important de payer plein d'impôts, parce que, voilà, important de payer des impôts, c'est très important, on nous dit qu'il faut payer des impôts, donc payons des impôts, etc. Par contre, des fois, la nuit, je sais pas ce qui se passe, enfin d'ailleurs, je ne sais pas car je ne suis pas conscient, et bim, comme ça, je commence à rêver de systèmes compliqués pour pouvoir aller au Panama et je ne sais pas quoi. C'est du somnoptimisation fiscalisme. J'espère que ce genre de stratégie pourrait fonctionner. En tout cas, c'est une très bonne idée. Je précise évidemment pour ceux qui n'auraient pas d'humour, je n'ai pas d'entreprise offshore au Panama ou que sais-je. On est là pour rigoler. Alors, on continue donc avec ces nouvelles. Et là, on va taper dans quelque chose d'assez costaud aussi. Scandale à Bruxelles, au Parlement européen, la toile italienne tissée par le Qatar. Alors, dans l'enquête pour corruption qui ébranle les institutions européennes, toutes les cibles du coup de filet policier sont liées de près ou de loin à Pier Antonio Panzeri, ancien leader syndical et ex-eurodéputé de gauche. Donc c'est intéressant cette histoire. Donc on a apparemment un petit réseau qui s'est tissé avec des mallettes qui circulaient, et derrière ce réseau, il y avait quelqu'un qui avait l'air de faire l'intermédiaire, si vous voulez, entre le Qatar et les eurodéputés. Et donc évidemment, l'objectif de tout ça, vous avez d'un côté le Qatar qui, au conditionnel, balancerait des mallettes pour qu'ensuite certains eurodéputés puissent pousser certains textes de loi ou voter contre certains textes de loi qui pourraient condamner le Qatar pour les droits de l'homme ou que sais-je. Et apparemment, le leader de tout ça, c'était Antonio Panzeri. Alors, ancien leader syndical formé dans les rangs du Parti communiste italien, eurodéputé de gauche pour 3 mandats consécutifs et militant des droits de l'homme, donc il cochait toutes les cases. Le Qatar pouvait difficilement trouver un candidat avec une meilleure couverture pour tenter d'infiltrer ou du moins d'influencer les institutions européennes. C'est quand même intéressant, le Parti communiste, ça mène vraiment à tout. Et c'est là que je trouve intéressant de temps en temps de réfléchir aux passerelles qu'il peut y avoir entre l'idéologie et la psychologie. Si vous voulez, l'idéologie de gauche, et surtout l'idéologie d'extrême gauche, c'est une idéologie qui est contre nature. C'est une idéologie qui consiste à dire, oui, mais non, mais il ne faut pas essayer de progresser, il ne faut pas essayer de grandir, il ne faut pas essayer de gagner de l'argent, tout ça c'est mal. De toute façon, nous sommes déterminés, etc. Et donc ça fait des gens qui, évidemment, restent humains, même s'ils ont une idéologie inhumaine, restent humains, et donc, voilà, ils arrivent à un moment où ils se disent, mais j'ai passé ma vie à me dire que je ne devais pas gagner plus, etc., mais peut-être finalement que je pourrais gagner un petit peu plus, et ils se retrouvent à le jour, défendre des idées de gauche, et la nuit, faire des montages assez étonnants, peut-être qu'il pourrait nous dire qu'il a du somnant corruptionnisme, là, donc ça veut dire que le jour, il est de gauche, d'extrême gauche, etc., et puis la nuit, ça devient une espèce de mec absolument sans scrupules, prêt à n'importe quoi pour faire des thunes. Donc moi, ce que je retiens de ça, c'est que je vous conseille de ne pas négliger le fait de gagner de l'argent. C'est important de gagner de l'argent, vous vous sentirez mieux si vous commencez à gagner de l'argent. Dites-vous que c'est pas grave, que c'est pas sale, que c'est normal, et ne faites pas ça qu'on a tellement souvent chez les gens de gauche, à savoir j'affiche mes vertus morales en mode oui, moi je suis pour le partage, je vis d'amour, d'eau fraîche et d'art contemporain, et puis dès qu'on tourne le dos, ça commence à faire des trucs pas jolis. Non, voilà, c'est bien de gagner de l'argent, encore faut-il gagner de l'argent de façon honnête, et ça, Pierre Antonio Panzeri, ce n'est pas honnête, si évidemment tout ça est avéré. À 67 ans, Pierre Antonio Panzeri apparaît comme l'homme au centre d'un scandale qui fait trembler depuis vendredi le Parlement européen. Il a été arrêté avec la police belge et avec 4 autres personnes, dont l'une des vice-présidentes du Parlement européen, la grecque Eva Kaili. Et donc là, on sent que
On sent qu'en fait, il y a pas mal de gens qui ont fermé les yeux sur la Coupe du Monde au Qatar. Moi, j'assume d'aimer le football. Voilà, évidemment, je préfère que ce soit ailleurs, mais maintenant que c'est là, et je regarde le football, je vais pas commencer à dire ouh, je me bouche le nez. Non, non, moi j'aime le football, je regarde le football. Mais on sent que à mesure que certaines équipes ont été éliminées de la Coupe du Monde au Qatar, on a commencé à se dire finalement, est-ce que ce serait pas un peu malhonnête? Et donc j'imagine les policiers belges le lendemain de l'élimination de la Belgique qui se sont dit ouais, il y en a marre de cette Coupe du Monde, c'est absolument un scandale, on va aller déterrer les scandales. Alors, dans l'appartement bruxellois de l'ancien élu italien, les enquêteurs avaient trouvé 600 000 euros en liquide. 600 000 euros en liquide. C'est une coquette somme. Qui a 600 000 euros en liquide chez lui, quoi? Qui pense que c'est possible de faire disparaître comme ça? Après, je sais pas, hein, 600 000 euros, peut-être que c'était pour lui, mais peut-être qu'il était censé après le redistribuer, etc. Donc, en tout cas, stylé, 600 000 euros en liquide chez lui, là, ça ressemble quand même à du grand banditisme. Simultanément, la police italienne a appréhendé à Calusco d'Adda, près de Bergame, son épouse et sa fille âgée de 38 ans pour association de malfaiteurs visant à la corruption et au blanchiment d'argent. Tout ceci a l'air très sympathique. Quelques 17 000 euros en petites coupures auraient été découverts dans la penderie de la maison familiale. Ça, à la limite, tu pourrais être justifié en mode oui, mais c'est un cadeau de ma grand-mère ou je sais pas quoi, mais 600 000 euros, c'est un peu plus chaud. Dans des écoutes téléphoniques réalisées dans le cadre de l'enquête, il était par ailleurs question de vacances à 100 000 euros et d'une carte de crédit offerte par un inconnu surnommé mystérieusement The Giant. Ouais, pas mal, hein. Des vacances à 100 000 euros, là, on se met bien, je pense. Enfin, comment est-ce qu'on peut dépenser ça? Bah après, ça dépend, effectivement, si t'as une chambre d'hôtel à 10 000 euros, j'imagine que ça existe, des chambres d'hôtel à 10 000 euros la nuit, ça peut partir assez vite. Sur les réseaux sociaux, la fille d'Antonio Panzeri égrenait les photos de ses voyages de Miami Beach à Montréal, en passant le 27 novembre par le souk de Ouakif de Doha. La mère et la fille devraient être bientôt extradées vers la Belgique. Moi, ce que je trouve assez fou dans cette affaire, c'est se dire non mais t'inquiète, ça va pas se voir. T'es un genre d'eurodéputé communiste et tu te tapes des vacances à Miami Beach, etc. Et c'est normal, quoi. Ça va passer crème. Donc ça, déjà, ça montre un certain manque de... Enfin, quand même, quoi. À quel moment on se dit que ça va passer? À quel moment on se dit qu'on va se taper des 600 000 balles en liquide comme ça et que ça va passer? Quand même un peu foufou cette histoire. En tout cas voilà, communiste le jour et grand bandit sans scrupules la nuit. Très intéressant, un modèle peut-être. Après je sais pas, est-ce que ça existe par exemple quelqu'un qui le jour est employé d'un parti bien sous tout rapport, disons la NUPES, et puis voilà, qui est pour le progressisme, qui est pour le féminisme, etc., et qui mettrait des mandales à la jante féminine la nuit. Si ça existait, ce serait quand même très surprenant, ce genre de choses, hein. Ce serait quand même très surprenant. Alors, encore une fois, méfiez-vous des idéologies contre nature. Méfiez-vous des idéologies contre nature. Une idéologie qui vous dit, dans la vie, il faut absolument pas vouloir grandir, il faut absolument pas vouloir progresser, il faut absolument pas vouloir gagner de l'argent. Dès qu'on a un petit peu d'argent, il faut absolument vouloir le donner. Voilà, vite, il faut le donner, il faut le partager, etc. Bah voilà, ça fait ce genre de choses. Un lobbying à destination de ses compatriotes. Et donc c'est là qu'on va voir un petit peu comment ça marchait. Selon les premiers éléments de l'enquête, c'est entre 2016-2018 que Pierre Antonio Panzeri aurait été approché par les Qataris, même si pour l'heure, les enquêteurs ne parlent que d'un pays du Golfe et que Doha dément toute implication. L'ancien secrétaire général de la Chambre de travail de Milan et dirigeant du grand syndicat de la Confédération italienne du travail, devenu pour la première fois eurodéputé en 2004, et à l'époque président de la sous-commission aux droits de l'homme du Parlement européen, s'occupait notamment des rapports avec les pays du Maghreb. À cette date, il a pour assistant parlementaire l'italien Francesco Giorgi, actuel compagnon d'Eva Kaili. Donc c'est assez intéressant, en plus c'est un petit milieu où on est peut-être coopté. En 2019, Antonio Panzeri, qui explique alors que le Qatar est sur la bonne voie pour des réformes dans divers secteurs et que le pays peut être considéré comme une référence pour les droits humains, quitte l'hémicycle européen mais reste implanté à Bruxelles. Là, il y a quelque chose qui est aussi intéressant, c'est que en fait, ça peut être intéressant de faire une deuxième carrière quand on est de gauche, justement pour cette dimension. Voilà, c'est quelqu'un qui a passé sa vie à défendre les droits de l'homme. Du coup, sa vertu vaut cher. Du coup, ça peut être
être intéressant d'acheter ça. Et c'est peut-être que c'est vraiment la réflexion qu'ont eu les Qataris, c'est de se dire, bon, trouvez-moi un mec qui a affiché ses vertus pendant toute sa vie, comme ça mettra plus longtemps à être découvert, combien ça coûte, etc. Voilà, j'ai un communiste, droit de l'homiste, etc. Ça vaut combien, etc. Enfin, bref, je trouve ça un petit peu fou. Voilà, donc créer un travail qui a du sens, gagner de l'argent, ça vous évitera de faire ce genre de bêtises. Ouais, que dire. Alors, il prend la tête de l'ONG Fight Impunity, qu'il fonde la même année, dont l'objectif est de lutter contre l'impunité en cas de violation grave des droits de l'homme et de crimes contre l'humanité. Mais c'est une caricature ce truc. C'est une caricature ce truc. Vous avez vu le CV de ce mec ? Le CV de ce mec qui tombe pour corruption, pour essayer de laver plus blanc le Qatar, enfin c'est quand même fou. Le lobbying, ça consistait à envoyer un message, il invitait ses collègues à ne pas voter un texte condamnant le Qatar pour la situation des droits de l'homme à l'occasion de la Coupe du Monde. Il avait écrit « Le Parlement européen ne peut accuser un pays sans preuve, en tout cas si on veut discuter de la corruption dans le sport, alors qu'il serait peut-être nécessaire de réfléchir sur tout, y compris la Coupe du Monde qui s'est jouée en Allemagne en 2006. » Donc ça c'est vraiment la vieille stratégie, c'est « Oui, mais faites attention, si on ouvre ce dossier, on va peut-être ouvrir d'autres dossiers qui peuvent vous toucher, etc. » Bref, intéressante cette histoire, et donc la diplomatie du pot de vin du Qatar, ça a l'air d'être quand même toute une poésie ce truc. Donc affaire à suivre. Alors, dernière news, on s'intéresse un petit peu au rapport des jeunes avec le travail. Et donc vous avez une enquête de Marianne, et je vais essayer de zoomer pour vous en donner quelques chiffres. Êtes-vous d'accord avec chacune des affirmations suivantes ? On a un droit à la paresse, on a un droit à la transition des métiers, on a le droit aussi de faire des pauses dans sa vie. Alors dites-moi, êtes-vous d'accord ou pas d'accord ? 78% des jeunes sont d'accord avec cette affirmation. Alors, je vous laisse répondre. Êtes-vous d'accord avec le fait qu'on a un droit à la paresse, un droit à la transition des métiers, on a le droit de faire des pauses dans sa vie ? Moi, c'est un grand non. Ce n'est pas un droit, c'est un choix. Vous avez le choix de la paresse, vous avez le choix de transitionner dans vos métiers, vous avez le choix de faire des pauses dans votre vie, mais c'est votre choix. Ce n'est pas un droit qui devrait donner lieu à des compensations, etc. Non, c'est vos choix. C'est pas aux autres de subventionner un droit à la paresse. Non mais qu'est-ce que c'est que ça ? La gauche doit défendre le travail et ne pas être la gauche des allocations et des minima sociaux. Donc ça, j'ai l'impression que c'est Bertrand Roussel, il s'appelle comment là, le gars qui a fait perdre Mélenchon là. Il s'appelle Roussel. Donc c'est un peu son idée. Et donc ça, il y a 67% des gens qui sont d'accord avec ça. La gauche doit défendre le travail, ne pas être là, ouais, pourquoi pas, ça je suis plutôt d'accord avec ça. Défendre le travail, ça veut dire quoi ? Ça veut dire se battre plus pour que les métiers soient décents et bien payés. Ça, pourquoi pas, ouais, ça c'est très bien. Alors, il faut travailler plus pour gagner plus. 56% des jeunes interrogés pensent qu'il faut travailler plus pour gagner plus. Et là, je vais peut-être vous surprendre, mais je ne suis pas d'accord. Il faut travailler mieux pour gagner plus. Et ça, c'est quelque chose, vous l'avez sans doute remarqué au fur et à mesure de votre parcours, c'est que moi, je me rends compte qu'il y a des choses qui me prenaient beaucoup de temps pour peu de résultats quand j'étais pas suffisamment bien formé. Et aujourd'hui, je suis capable d'optimiser beaucoup de choses parce que j'ai monté en compétences. Donc, ce qui est important, c'est de surtout pas s'enfermer dans des activités qui rapportent pas beaucoup en étant fatigantes. Il faut apprendre à optimiser. Donc, travailler plus pour gagner plus, non, il faut travailler mieux pour gagner plus. Et on se rend compte au bout d'un moment que c'est possible de décorréler le temps et les revenus. Ça, c'est absolument génial. Et enfin voilà, c'est les choses, c'est ce que j'essaie de faire dans mon business. Il faut montrer qui sont les assistés, les hyper riches. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment un exemple de ce qu'est la propagande politique. Quand vous répétez des choses qui sont absolument aberrantes, ça peut devenir un peu des vérités. Vous voyez, à force de répéter la propriété c'est du vol, dans certains esprits, ça peut devenir une vérité. Et dire que les hyper riches sont assistés, mais c'est d'un ridicule, d'une bêtise et d'une démagogie. Comment savoir si quelqu'un est assisté ou pas ? Vous regardez combien d'impôts il paye, plus on paye d'impôts et moins on est assisté, et vous regardez si ses ressources pour vivre viennent du privé ou du public. Et donc quelqu'un qui est hyper riche, ses ressources viennent du privé, parce qu'on ne devient pas super riche en étant fonctionnaire, et ce sont des gens qui peut-être ont des stratégies pour payer moins d'impôts, mais qui payent beaucoup plus d'impôts que les gens qui les critiquent.
Alors, la valeur travail, c'est quand même une valeur de droite, et ça, il y a donc 43% des gens. Donc en fait, ça veut dire que 57% des jeunes sont de gauche, hein. Les 57% des jeunes se considèrent de gauche, donc ça, pour le coup, c'est un petit peu inquiétant, mais voilà, on commente pas, on n'est pas là pour donner son opinion, évidemment, hein. Bon, alors, quoi d'autre? Alors, là, il y a d'autres petites. C'est intéressant de comprendre un petit peu de quoi ce que la future génération a dans la tête. L'importance accordée aux différents domaines de la vie, la famille 93%. Alors ça me rassure, mais parce qu'on entend beaucoup parler de choses du type oui, j'ai pas envie de faire d'enfants pour sauver la planète, etc. Donc apparemment, il y a quand même des gens qui pensent que la famille c'est important. Loisirs 93%, amis et religion, tac 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 tac. Politique et religion, tiens, c'est intéressant. C'est assez bon signe ça que les gens commencent à se ficher de la politique. Changer le monde, c'est pas de voter pour des gens qui prétendent qu'ils vont changer le monde, c'est de gagner de l'argent et de se donner les moyens ensuite d'investir pour des choses dans lesquelles on croit. Alors, êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes? Je m'implique dans mon travail, donc oui, personnellement, je ne travaille que pour l'argent. Ça c'est quand même des chiffres qui sont assez élevés, hein. Donc est-ce que je ne travaille que pour l'argent? Pour moi, l'argent c'est rigolo. Enfin, c'est un petit peu un score qui permet de savoir si on est efficace. Mais je travaille avant tout pour le plaisir, parce que c'est chouette. Je travaille aussi parce que enfin voilà, parce que j'aime bien ce qu'on fait ensemble. Là c'est un format où on se marre, mais j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup les réflexions que ça va susciter. J'aime beaucoup Enfin non, voilà, je prends du plaisir. Je me sens détaché de mon travail. Alors moi, pas du tout. Pas du tout, du tout. Je me sens complètement impliqué corps et âme dans mon travail. Ah oui, il y avait un bouton pour zoomer. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? 90% des jeunes considèrent que le travail ne paye pas suffisamment en France. Alors, deux choses là-dessus. Je vous conseille d'investir. Je vous conseille d'investir parce que les revenus du capital payent. Et après, l'autre chose, c'est le travail ne paye pas suffisamment. Bah, peut-être qu'il faut changer de travail ou peut-être qu'il faut créer un travail qui rapporte plus. Alors, 75% des jeunes sont satisfaits de leur situation professionnelle actuelle. Ça, c'est positif. 70% des jeunes estiment que les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment. Ça, c'est très positif. 32% des jeunes pensent que les Français travaillent trop. Ouais, ça c'est positif, ça veut dire qu'il y a quand même, c'est une génération raisonnable. 52% des jeunes ne pensent pas que les salariés sont moins productifs. 51% des jeunes pensent que le ratio entre ce qu'ils donnent et ce qu'ils reçoivent de leur travail est équilibré. Ouais, donc ça c'est, ouais. C'est là que c'est tellement important d'envisager l'entrepreneuriat. D'envisager l'entrepreneuriat parce que là, pour le coup, vous travaillez vraiment pour vous. Bon, bah merci à Marianne. Ce petit sondage était assez intéressant. Tout ceci me parle. N'hésitez pas à acheter de temps en temps Marianne. Donc c'est un journal et d'extrême gauche et d'extrême droite. Vous voyez, c'est un journal qui, sur le plan des valeurs, est plutôt très à droite et qui, sur le plan économique, est crypto-communiste. Donc à savoir, il faut que l'État soit plus impliqué absolument partout. Il faut faire payer plein de taxes, partout des taxes, etc. Donc c'est un journal et de gauche et de droite. Voilà. De toute façon, ça vaut la peine de lire ce genre de choses de temps en temps. Finalement, après l'actune, à savoir l'actualité des thunes, donc vous voyez que les dividendes commencent à arriver. J'ai déjà récolté 82 € en dividendes ce mois-ci. Pour l'année 2022, je me rapproche de la barre des 2000 € collectés. On va allègrement dépasser cette barre des 2000 € collectés en dividendes. Des dividendes que je réinvestis évidemment, hein, que je réinvestis pour continuer de soutenir les entreprises dans lesquelles je crois et également pour augmenter mon effet boule de neige. Et donc je pense qu'on va dépasser les 300 € collectés en dividendes en ce mois de décembre, en tout cas je l'espère, et je vous tiendrai au courant. Et donc pour pouvoir continuer de recevoir ces dividendes, pour pouvoir continuer cet effet boule de neige, j'ai acheté quelques ETF comme vous le voyez. J'ai acheté mon ETF qui investit dans les entreprises qui à l'échelle mondiale ont la meilleure politique en matière de responsabilité sociale et environnementale. C'est plutôt un ETF qui est orienté croissance, et il est assez intéressant. Les positions dans cet ETF ça ne ressemble pas aux positions que j'ai dans mon portefeuille dans mes autres ETF. Et j'ai également acheté une part de mon ETF qui investit à l'échelle mondiale dans les boîtes qui versent les plus hauts dividendes. Donc comme ça, on a une grande diversité d'entreprises et on a également un revenu très intéressant. On a un rendement qui est supérieur à 4% sur ces ETF-là. Et avec ce qui restait, j'ai acheté une part de mon ETF qui investit en Europe, dans les entreprises européennes qui versent de hauts dividendes. Et là, on a un rendement aux alentours de 6%. Donc voilà, ça me permet de continuer d'augmenter
d'augmenter mon revenu, ce flux qui arrive. Et pour moi, ça c'est quelque chose qui manque à beaucoup de Français, avoir cette motivation à travailler pour gagner de l'argent, pour l'investir et pour voir comme ça, à mesure que ce graphe grandit, sentir qu'on est de moins en moins obligé d'échanger son temps contre du travail. Je pense que c'est très positif et que tout le monde devrait s'y mettre. Je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de prochaines news.